Bonjour chers internautes, bienvenue sur ACTV, la chaîne au cœur de l'actualité présidentielle. Depuis le 17 novembre 2019, l'humanité est confrontée à une maladie. Elle a fait plus de 278 000 morts et 1 500 000 soignés dans 200 pays, dont la Guinée. Pour en parler, je reçois sur ce plateau de ACTV Dr Bounaya Tassaye, directeur général adjoint de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Bonjour docteur et bienvenue sur ACTV. Bonjour. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a été créée en juillet 2016 par le président de la République, professeur Alpha Condé. L'agence est placée sous la tutelle du ministère de la Santé. Elle a pour mission la mise en œuvre des orientations stratégiques du ministère en matière de sécurité sanitaire. Elle est chargée d'élaborer des textes statuant la stratégie d'orientation sur la sécurité sanitaire au grand bénéfice de ce ministère. L'Agence nationale de sécurité sanitaire veille à l'aménagement des espaces de mise en observation de quarantaine conformément aux mesures requises. Aussi, elle contribue à la mise en place d'un système national de surveillance de riposte aux épidémies, urgences et catastrophes. Et comme notre pays, à l'image du reste du monde, est en guerre contre le nouveau coronavirus, nous avons parlé avec Dr Bounaya Tassaye de cette pandémie qui préoccupe tant l'humanité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, docteur, dites-nous, le président de la République a affirmé récemment que nous sommes en guerre contre le Covid-19 et aujourd'hui, où en sommes-nous sur le terrain de combat? Merci. Comme a dit M. le Président de la République, on est en guerre et nous qui sommes les soldats, nous sommes actuellement sur le front et le combat continue contre le Covid sur différents endroits et avec différentes stratégies. Et donc comme c'est la guerre, et en guerre on déploie les hommes avec les moyens et on développe une stratégie aussi pour pouvoir gagner la lutte. Et quelles sont les stratégies qui ont été établies par votre agence pour arriver à gagner cette lutte? Ok, merci. Quand l'épidémie a commencé à travers le monde et quand elle est arrivée en Europe et dans quelques pays africains, tout de suite nous avons fait une évaluation en Guinée pour dire que notre pays est à risque de cette épidémie. Ce qui nous a permis de lancer la phase de préparation. Et au cours de cette phase de préparation, nous avons fait une autre seconde évaluation qui a montré qu'il y a 10 préfectures de la Guinée, à savoir les 5 communes de Conakry et les préfectures du littoral, qui seront confrontées à cette épidémie si elle arrivait en Guinée. Et le 12 mars, nous avons eu le premier cas. Et déjà, avec le plan de riposte contre des préparations et contre Covid, nous avons élaboré nos stratégies selon les composantes. Et le premier, c'est la coordination qui est assurée avec l'agence et les partenaires techniques. Ensuite, nous avons la surveillance qui consiste à dépister rapidement les cas, les isoler et les mettre à la disposition de la prise en charge et empêcher la transmission communautaire. Et la prise en charge aussi consistera à prendre en charge tous les cas et les soigner et faire en sorte qu'on ait un nombre réduit de décès avec la maladie. Et nous avons les autres composantes annexes qui est la logistique, la communication et mobilisation sociale. Et enfin, la mobilisation des ressources financières et techniques pour cette lutte. Donc nous avons bâti notre stratégie autour de ça. Et après le premier cas qui a été importé en Guinée comme l'avait prévu l'analyse des risques, et un mois après, on s'est retrouvé rapidement dans une transmission communautaire en Guinée et qui a été due au fait que les contacts qui sont rentrés, l'épidémie, les premiers cas ont été détectés au sein d'une population aisée, une population riche, qui a, entre guillemets, riche, qui a assez de contacts avec les autres et rapidement les moyens de prévention, à savoir le port de la bavette, la distanciation sociale, non, ces moyens n'ont pas été respectés rapidement, donc on s'est retrouvé avec un débordement des cas
Et rapidement, d'un stade 0-1, on s'est retrouvé au stade 4 de la transmission de cette épidémie. Aujourd'hui, on parle d'épidémie. Et quels sont les symptômes de ce nouveau coronavirus? Oui, les symptômes connus et qui évoluent. Hein. Au départ, on parlait de fièvre. On continue à parler de fièvre. C'est la fièvre. C'est l'irritation de la gorge. C'est un écoulement nasal. C'est aussi une fatigue générale. Et on commence à retrouver d'autres symptômes aujourd'hui. C'est la perte du goût et de l'odorat qu'on retrouve comme de nouveaux symptômes qui arrivent avec la maladie en Guinée. Mais il faut dire hein, que avec les données que nous avons actuellement, 85% de nos malades sont sans signe. Oui. Donc, ils sont bien portants. Vous les verrez marcher, ils n'ont pas de signes. C'est lorsque vous faites un dépistage qu'on retrouve le virus avec la personne. Vous parlez de dépistage. Quelle est la procédure à suivre pour se faire dépister? Oui, et contrairement à d'autres pays, nous, au départ, on a évolué aussi. Au départ, on faisait le dépistage chez les personnes, les contacts, ceux qui sont rentrés et leurs proches. Et vite, on a compris que la maladie s'est propagée, donc on allait vers le dépistage massif, ce qui fait aujourd'hui que la Guinée a un grand nombre de cas parce que nous faisons le dépistage massif. La procédure elle est simple. Nous avons autour des cas confirmés, on était à 7000, il y a plus de 6000 qui sont sortis du suivi. Aujourd'hui, on a 7786 personnes que nous suivons. Donc, nous prélevons, nous faisons le dépistage. Et comment se fait ce suivi? Oui, et nous faisons le dépistage d'abord de ces personnes et on les appelle au téléphone. Et ces personnes se rendent dans un site de dépistage au nombre de 10 à Conakry. Oui. Et le prélèvement est fait, le résultat est rendu. Maintenant, le suivi, au départ, on faisait un suivi au téléphone, des contacts. Et on a amélioré cela à un moment donné pour aller faire les visites à domicile au 7e ou 8e jour. Mais avec la transmission communautaire, nous avons changé cette stratégie aussi, on l'a renforcée. Actuellement, nous avons recruté du personnel médical, paramédical avec les animateurs communautaires pour pouvoir faire ce qu'on appelle une stratégie à base communautaire à Conakry qui consiste à aller rendre visite dans les familles, notamment des quartiers les plus touchés au nombre de 5 à Conakry, Lambagne, Kamayen, Almamia, Bessia et Imbaya. Et ces personnes vont régulièrement passer dans les familles, voir les contacts s'ils n'ont pas développé les signes et ensuite référer ces personnes vers les sites de prélèvement afin que le prélèvement se fasse et aussi ils distribuent les masques de fabrication locale au contact pour rompre la chaîne de transmission. Ils disposent des kits de lavage des mains pour permettre à de nombreux ménages de pouvoir avoir accès au kit de lavage des mains. Oui. Et ils recherchent les cas suspects dans la communauté et les référer vers les structures de prise en charge. Donc voici comment est organisé le contact dans ces quartiers. Mais dans d'autres quartiers où on n'a pas une forte transmission, où les 1000 et quelques personnes sont réparties, le suivi se fait toujours au téléphone. Ensuite, au 7e ou 8e jour, on commence à rendre visite à ces contacts pour voir s'ils n'ont pas développé la maladie et si aussi leur date de prélèvement est arrivée pour pouvoir les soumettre au prélèvement. Mais cette stratégie va évoluer rapidement, va évoluer parce que c'était dû aussi à la capacité de rendu de résultats parce que au départ, on était sur 150 capacités par jour pour les tests. Actuellement, nous sommes à 300-350 à Conakry et Kindia. Mais avec les acquisitions faites par M. le Président de la République, nous sommes aujourd'hui autour de 350. Et dans les jours à venir, d'ici une dizaine de jours, on va être, ou quinzaine de jours, on sera autour de 1000 personnes que nous pouvons prélever par jour. Et rendre les résultats dans les 24 heures. Donc, voici comment se passe actuellement le prélèvement et le dépistage. Pendant les premiers moments, il y avait un malentendu, si on peut le qualifier ainsi, entre le ministère de la Santé et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, toute chose qui a amené le président de la République à vous inviter au palais
et pour enterrer, si on peut le dire, la hache de guerre. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Vous conjuguez le même verbe? Oui, oui, on conjugue le même verbe. Même au départ de la lutte, on conjuguait les mêmes verbes, bien qu'il y avait des malentendus. Il faut dire que l'ANSS est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de la Santé. Nous sommes chargés de la mise en œuvre des orientations stratégiques, donc nous sommes très opérationnels. Et le plan que nous avons élaboré au mois de février a été validé par le ministère de la Santé avant diffusion, avant mise en application. Mais quand nous avons commencé à travailler, il y a eu des incompréhensions dans l'opérationnalisation de la stratégie et dans le choix des personnes, et ce qui a fait que Monsieur le Président a vite intervenu pour amener tout le monde sur les rails pour dire que c'est une équipe, il faut qu'on évolue en équipe. Et je crois que depuis cette date, on évolue en équipe encore. Aujourd'hui, pouvons-nous avoir les statistiques? Où en sommes-nous avec l'évolution de la maladie? Oui, comme je l'ai dit, depuis le 12 mars, avec un cas, on est aujourd'hui 12 mai. Juste 2 mois, on est à 2213 cas confirmés et sur près de 10 000 personnes dépistées. Donc, le nombre de cas confirmés à 2213, malheureusement, et nous suivons 1726 personnes comme contact. Oui. Et nous n'avons eu que 11 décès. Nous sommes l'un des pays de la sous-région ou de l'Afrique ayant le plus faible taux de mortalité dû au Covid. Et là, on profite pour saluer nos services de santé, le personnel en première ligne qui soigne ces malades. Et aussi, nous avons ces structures de prise en charge au nombre de 4 qu'on va augmenter dans les jours à venir. Donc, vous verrez que de 2213, ça fait un peu froid dans le dos. Les gens se posent la question, comment se fait-il que le pays qui était considéré comme un pays le plus près, sur le plan riposte, préparation après Ebola, et comment se fait-il qu'on s'est retrouvé à 2213 cas? Il y a eu une combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, le premier facteur, c'est qu'il faut tenir compte de la promiscuité de Conakry et du type de l'épidémie, parce que Covid est très, très contagieux par rapport à Ebola qui est très mortel. Covid, il est beaucoup plus contagieux. La contamination se fait très facilement. Oui. Et aussi, les moyens de prévention, à savoir le dispositif essentiel qui est très efficace, c'est la distanciation sociale. C'est d'avoir 1,50 m avec son interlocuteur et en plus porter le masque. Ce sont des choses qui viennent changer carrément nos habitudes. Oui. Donc, demander de façon brusque à des gens de changer leurs habitudes, ça prend du temps et c'est pas facile de l'adopter. Ça nécessite beaucoup de sensibilisation. Ça nécessite beaucoup de sensibilisation. Et donc, ces deux combinés ont fait aussi que rapidement, on a eu ces cas. Mais l'autre élément, si vous voyez sur le plan mondial, la stratégie de la Corée du Sud est une stratégie très bien appréciée qui consiste à faire un dépistage massif, retirer les cas positifs de la circulation afin que ces cas ne contaminent pas les personnes vulnérables, à savoir les personnes avec les comorbidités d'autres maladies, les femmes enceintes ou bien les vieilles personnes. Donc, nous avons opté pour cette stratégie de dépister massivement, contrairement à d'autres pays où on cherche l'immunité collective, où on a laissé les cas dans la nature pour faire face aux cas majeurs, aux cas les plus sévères. Donc, nous avons opté pour cela. Et donc, nous, on n'attend pas qu'il y ait des signes ou des symptômes en faveur de la maladie pour faire le dépistage. Donc, on fait un dépistage massif pour pouvoir retirer les gens de la circulation. Ce qui fait aujourd'hui qu'on a 2013 cas, mais aussi, comme je l'ai dit au départ, notre stratégie, on s'était préparé à confiner l'épidémie dans la zone de Conakry. Et bon, aujourd'hui, on est dans la zone des Grands Conakry, à savoir Conakry, Koya, Djubreka. Donc, toujours l'épidémie est circonscrite dans cette localité. Et l'Afrique n'a pas enregistré assez de dégâts comme l'Europe, comme l'Amérique. Docteur, selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Le fait que les Africains résistent mieux, c'est le climat, c'est dû à quoi? Bon, on va attendre le résultat des études qui vont avoir lieu après,
Mais à date, tout le monde plante sur deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est qu'on a une population très jeune en Afrique. Donc avec une population très jeune, et physiquement bien portant, avec moins de comorbidités d'autres maladies, l'hypertension, le diabète, l'insuffisance rénale, toutes les autres maladies. Ceci fait que l'Afrique n'a pas connu ce grand nombre-là rapidement. Mais il y a aussi, ce n'est pas que ça, il y a l'élément préparation. Les pays africains ont pris rapidement les mesures pour pouvoir circonscrire les cas. Et aussi, l'autre élément que certains rapportent très souvent, c'est le fait qu'en Afrique, on avait pris déjà l'hydroxychloroquine comme le traitement de premier choix pour le paludisme. Est-ce que cette présence de cette race ne fait pas aujourd'hui que l'on est beaucoup plus préparé physiquement à cette maladie? Mais attendons la fin de l'épidémie pour que des études plus pointues se fassent pour nous dire qu'est-ce qui a fait que l'Afrique a été beaucoup plus protégée. Mais sur le plan géographique, si on compare aussi même aux pays touchés, on voit que le taux de mortalité est élevé dans la tranche d'âge de plus de 60 ans, donc la dernière génération de 65, 70, 80 ans, et notre population étant plus jeune, donc on est plus protégé, pas résistant, mais on est beaucoup plus protégé. Pas immunisé aussi, parce qu'il faut avoir le virus une fois pour être immunisé, et ça aussi les études doivent le prouver après. Très tôt, le président de la République a rendu le port du masque obligatoire en Guinée et à cet effet, il a fait un don d'un important lot de masques. Et docteur, aujourd'hui, comment se fait la distribution de ces masques? Merci, ça c'est une des actions phares de surtout une implication personnelle de M. le Président de la République. Il a rapidement fait fabriquer ici beaucoup de masques et des centaines de milliers de masques pour rendre disponibles auprès de la population vulnérable. Et aussi, la stratégie a consisté à viser rapidement les couches les plus vulnérables, à savoir les débarcadères, les gares routières, les collectivités très vulnérables. Et actuellement, nous continuons cette distribution dans les quartiers. Et lorsque nous rentrons dans les quartiers, on a deux étapes à ce niveau. Il y a la société civile qui fait une distribution des masques et nous, on continue à faire la distribution des masques dans les quartiers les plus touchés où nous avons déployé des équipes médicales qui distribuent à tout le monde. Mais la société civile avec le CNOX est entrée dans les quartiers, dans 18 quartiers actuellement pour distribuer les masques aux populations les plus vulnérables qui ont des difficultés de s'en procurer ces masques. Et chaque personne reçoit au moins 2 masques, ce qui lui permet de faire un recyclage. Des masques réutilisables. Des masques réutilisables, bien sûr, de fabrication locale. Donc la distribution continue et j'avoue que cette activité, nous sommes l'un des premiers pays à commencer cela. Et si les gens continuent à le porter régulièrement et correctement, nous allons gagner rapidement la lutte. Le porter correctement, ça veut dire que porter le masque, il y a un risque. Comment le porter correctement, docteur? Oui, porter le masque correctement, c'est simple. C'est quelque chose qui doit cacher le nez et la bouche. Voici le masque, comment il est bien porté correctement. Et tant qu'il est comme ça, vous protégez à la fois le nez et la bouche parce que c'est là les voies de transmission. Quelqu'un qui est tourné à côté ou qui parle à côté, vous êtes protégé. Et même si vous aussi vous parlez, vous éternuez, vous protégez celui qui est à côté de vous. C'est pour cela qu'on exige en plus de cette distribution, la distribution est accompagnée de la sensibilisation du port correct du masque. Les masques qui ont été donnés par le président sont le plus souvent de fabrication locale pour valoriser la main-d'œuvre et pour permettre à ces personnes qui fabriquent les masques d'avoir une source de revenus. Mais comment se fait le recyclage de ces masques sans risque? Oui, le recyclage des masques, il est facile. Lorsque vous avez votre masque, lavez-le avec de l'eau tiède et après, si possible, repassez le masque. S'il est repassé, utilisez-le. Et chaque fois que vous sentirez que le masque il est humide ou que vous l'avez utilisé plus de 3 à 4 heures, enlevez-le
Et lorsque vous l'enlevez, vous avez été en contact de plusieurs personnes, lavez-vous les mains parce que sur la surface externe du masque, il ne faudrait pas qu'il y ait des gouttelettes qui sont déposées où il y a des virus pour les prendre, mettre sur le visage. Donc lavez-vous les mains, enlevez ce masque, mettez-le peut-être dans une solution chlorée ou le cas contraire, lavez avec du savon 75%, après mettez-le dans l'eau tiède et repassez, vous pouvez l'utiliser. Le second masque est avec vous, vous le portez et c'est fini. C'est très facile. Et qu'est-ce que l'ANSS aujourd'hui peut dire à la population guinéenne, aux internautes qui nous suivent, pour les rassurer? Parce qu'il y a la psychose. Oui, le premier élément que nous allons dire à la population, c'est de dire que jusqu'au plus haut sommet, depuis qu'on a eu le premier cas, avant qu'on ait le premier cas, le président de la République s'est fortement impliqué dans la préparation et la lutte contre cette épidémie. Et quand on a eu le premier cas, il est au front. Il est au front, c'est notre général de combat. Il est au front pour guider, pour à tout moment se rassurer que les choses se passent bien. Ça, c'est le premier élément politique. Et les moyens du côté de l'État ont été mis à la disposition de l'agence pour pouvoir faire face à la maladie. Et aussi, nous rassurons la population que nous sommes à pied d'œuvre et que nous allons gagner le combat avec elle. Et sous différents angles, hein, parce qu'il faut prendre l'angle de prise en charge. Aujourd'hui, nos capacités vont rapidement aller jusqu'à une capacité d'accueil de 1000 lits d'ici 10 jours sur Conakry. On pourra héberger 1000 personnes par rapport au Covid. Ça, c'est avec l'implication réelle de M. le Président de la République. Avec Covid, facilement, il y a beaucoup de cas. Quand donc a atteint sa capacité maximale, rapidement, il a trouvé un immeuble à Matam de 3 niveaux. Et cet immeuble est capable d'accueillir jusqu'à 250 personnes. Et après, il a mis les moyens à la disposition de la Caisse nationale de sécurité sociale pour rendre leur hôpital fonctionnel, ce qui a été fait. Et on est en train d'acquérir aussi, il a fait acquérir déjà avec des entreprises de la place et des chapiteaux pour pouvoir mettre des gens. Et tout dernièrement, on lui a posé qu'on veut mettre tous les contacts, ceux qui ne sont pas encore testés, qui sont à la maison, on veut faire leur suivi rapidement en les isolant de la population générale. Et des négociations sont en cours pour la réquisition de certains hôtels de la place pour que nous puissions mettre à ce niveau. Et c'est lui qui mène toute cette stratégie. Donc, il faut cela rassure que nous, techniciens qui sommes sur le terrain, si le politicien au plus haut niveau, l'homme d'État au plus haut niveau nous accompagne, donc on ne peut que rassurer. Et aussi dire à la population que même si on met tout en œuvre, il y a une part de la population qui est la part la plus importante, c'est le port du masque. Le port du masque et le port du masque, à toutes les occasions, il faut porter le masque. Lorsque vous êtes en face d'un interlocuteur, portez le masque, portez le masque. Et lavez-vous les mains régulièrement, respectez la distanciation sociale d'1,50 m comme ici. Et l'autre élément qui est aussi contraignant actuellement à Conakry, c'est le fait de dire que Conakry est avec des barrages filtrants, les gens ne sortent pas de Conakry. On sait que ça fait des difficultés, mais c'est important pour ne pas qu'on transporte la maladie à l'intérieur du pays. Ce dispositif il est allégé. Et si vous avez fait le test, bon, on vous laisse partir à l'intérieur du pays et on informe les services de santé qui sont là-bas pour faire le suivi. Donc nous rassurons la population une fois de plus que ce qui est en train d'être fait, au bout d'un mois, nous allons gagner le combat sur le Covid. Les chiffres ne font que monter. Et quand peut-on s'attendre à une baisse? Oui, depuis le premier cas, aujourd'hui, on a 2213, mais nous avons connu des indices de positivité de 43%, c'était notre taux le plus élevé. Oui, oui. Après, on est arrivé à 33%. Actuellement, nous sommes dans la fourchette de 21%, entre 15 et 21%. Mais nous voulons attendre au moins une dizaine de jours pour voir si ce plateau se stabilise et pour essayer, avec les stratégies mises en œuvre, les activités en cours, pour qu'on puisse connaître la décroissance.
mais avec l'arrivée très prochaine des machines qui vont nous permettre de faire 1000 tests par jour, on pourra aller avec les 1700 personnes, on pourra les tester en 3-4 jours, et ça va nous permettre de connaître peut-être une stabilité et aller dans la décroissance. Aujourd'hui, quelle est la capacité que nous disposons pour accueillir les malades? Merci. La capacité est la suivante. Sur Nongo, qui après rénovation, nous avons une capacité de 125 lits. Sur Donka, nous sommes actuellement à 450 lits, mais on va ramener cela à 350 lits pour faire de Donka le centre d'excellence de la prise en charge, où les cas de comorbidité, les cas compliqués vont être gérés. Après, nous avons le site de Matam qui va ouvrir d'ici la fin de cette semaine, où nous avons 250 lits. Et nous avons le site de Bessia, à la Caisse, l'hôpital de la Caisse, où nous avons une capacité de 155 lits. Et nous avons aussi ouvert hier un site à la maison centrale avec une capacité de 100 lits. Et nous sommes en train de monter des chapiteaux. Nous avons identifié d'autres lieux avec des chapiteaux que nous allons monter sur Conakry, et autour de 350 lits. Donc, à terme, nous allons être à Conakry sur 1000 lits à mettre à la disposition de la population. Voilà, aujourd'hui, docteur, le commandant en chef des Blouses Blanches, le président de la République, a commandé des machines pour faciliter le travail à votre niveau, et parlez-nous un peu de ces machines. Ok, et la commande de M. le Président de la République se situe à plusieurs niveaux. On va donner deux niveaux très essentiels. Le premier, quand on avait fait notre plan de riposte, le volet réanimation nous obligeait à faire des commandes avec un partenaire, sous financement bien sûr de notre partenaire technique, la Banque mondiale. Les commandes ont été lancées, mais quand le président a su que cette commande allait prendre du temps, compte tenu de la demande croissante sur le plan international, rapidement, il a trouvé sur le plan local des fournisseurs qui avaient déjà des respirateurs, et ce qui nous a permis de monter notre unité de réanimation à 16 lits. Et ensuite, l'hôpital Donka, où il y a des machines déjà qui sont déjà sur place, et ces machines ont été mises à la disposition pour pouvoir prendre en charge les équipes. L'autre élément qui était aussi un grand fardeau, c'était le rendu du résultat compte tenu de la capacité du laboratoire. Et il nous a permis d'avoir des machines. Et comme je l'ai dit tantôt, d'autres machines vont arriver ces jours-ci, d'ici le 20. Ces machines sont en installation d'ici le 20 mai pour pouvoir monter la capacité des laboratoires à 1000 tests par jour, donc à rendre dans les 24-48 heures. Ce qui va faire que nous serons le premier pays de la sous-région à pouvoir donner 1000 tests, parce que les pays qui en font plus sont autour de 500 à 600 par jour. Les quartiers de Conakry, Lambagny, Nongo, Petit Simbaya, Kipé, Taouya, entre autres, ont été cités parmi les quartiers qui ont enregistré plus de cas. Comment ça s'explique? Oui, on a 5 quartiers qui en tête de liste, à savoir Lambagny, Kamayen, Almamia, Bessia et Yimbaya. Ensuite, Koronti dans la commune de Kaloum. Ces quartiers font plus de 35% des cas de la ville de Conakry. Comment ça s'explique? D'abord, c'est des quartiers, quand vous prenez Lambagne, c'est un quartier résidentiel, comme je l'ai dit au départ, l'épidémie était dans cette couche de population moyennement aisée, qui est beaucoup plus en contact avec d'autres personnes, parce que nous avons compris dans cette épidémie en Guinée, contrairement aux autres pays où on dit qu'un malade est susceptible de contaminer 1 à 2 personnes, nous avons des chaînes de transmission en Guinée où un malade contamine rapidement lui seul 5, 6, 7, 10 personnes, compte tenu de son obédience, parce qu'il reçoit assez de personnes. C'était au niveau des administrateurs, la maladie, la première couche qui était touchée. Donc, c'est ce qui a fait que Lambagny était un quartier résidentiel. Donc, vous comprenez que Lambagny va être en tête de liste, parce qu'aujourd'hui, c'est le quartier résidentiel, l'un des quartiers résidentiels de Conakry. Kamayen en est aussi l'un des quartiers, l'un ancien quartier résidentiel, et où il y a beaucoup d'expatriés, où il y a beaucoup de personnes moyennement aisées. Et ensuite, vous avez Almamia qui fait le contraire. Donc, c'est un quartier, entre guillemets,
vulnérables compte tenu de la promiscuité. Donc, quand la maladie entre là-dedans, et sans que les moyens et les gens adoptent le comportement qu'il faut, la maladie va se propager rapidement. Et c'est la même chose plutôt au niveau de Yimbaya et de Bessia, mais c'est des grappes. C'est-à-dire que quand vous venez, ce sont des familles qui sont autour d'une famille. Vous avez des familles dans lesquelles on retrouve les cas. Donc en épidémiologie, on appelle ça des grappes de cas. Nous avons ces grappes de cas dans ces quartiers. Et la stratégie en cours actuellement, c'est la distribution dans ces quartiers des masques de fabrication locale encore, on insiste là-dessus, et la mise en place des kits de lavage des mains et la sensibilisation pour la distanciation sociale. Et il y a d'autres quartiers, 18 quartiers dans lesquels nous avons retrouvé les cas sont présents, et la société civile à travers le CNOX est en train de faire la distribution aussi dans ces 18 quartiers. Aujourd'hui, on a tendance à délaisser les structures hospitalières, notamment les personnes qui ont des maladies chroniques ou la vaccination des enfants. Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences dans l'après-coronavirus? Oui, ça c'est le commun des épidémies. Quand il y a épidémie tout de suite, les gens se méfient des structures de santé. C'est pour cela on dissocie toujours la prise en charge, des sites de prise en charge d'une épidémie, des structures de soins habituelles, pour la continuité des soins. Je crois que la dernière fois, le ministère était en train de réfléchir là-dessus pour la relance de la continuité des soins. On dit encore une fois de plus aux populations, rendez-vous dans les structures de santé pour les autres problèmes de santé. Et là, même si vous avez des signes en faveur de Covid, rendez-vous dans ces structures de santé. Et le personnel qui est là-bas saura vous conseiller pour vous référer vers les structures les plus adaptées pour la prise en charge. Donc, c'est un problème majeur et on a vu même en Europe où ils se plaignaient de ça, des cardiopathes qui appellent moins, en France précisément. Aussi, c'est la même chose en Guinée. Et les structures, la fréquentation est devenue très faible. Et bon, la sensibilisation va suivre. Et après, pendant l'épidémie et après l'épidémie, pour que les gens reviennent pour se faire soigner dans les structures de soins. Un citoyen, docteur, qui n'a pas de contact, qui veut se faire volontairement dépister, parce que peut-être inquiète, comment elle doit agir? Oui, on a eu des cas comme ça et le 115 est là pour ça. Si vous voulez vous faire dépister, vous pouvez appeler le 115. Mais comme je l'ai dit, le premier niveau actuellement, les personnes les plus recherchées par nous, ce sont les contacts des cas positifs, mais si un citoyen lambda se sentait mal à l'aise, a des signes en faveur, consultez votre agent de santé, votre médecin ou un autre agent de santé dans une structure sanitaire. Le cas contraire, appelez le 115 ou dirigez-vous dans l'un des 10 sites de prélèvement. Nous avons un site au Flamboyant, CMC Flamboyant à Ratoma. Nous avons un site au CMC de Ratoma. On a un site à Massiré. On a un site à Dixine, on a des sites au Bessia, on a des sites au camp Al-Fayaya et actuellement on a ouvert aussi d'autres sites. Il y a un site même dans la cour du camp Kwame Nkrumah au kilomètre 36 où nous procédons au dépistage des transporteurs et des camionneurs. La restauration des hospitalisés, des malades du Covid pose problème à Donka. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Parlez-nous des détails de cette restauration. Oui, cette restauration posait problème. Elle ne pose plus de problème parce que au départ, nous avons contractualisé avec Alima, qui est une ONG internationale qui évolue dans le cadre des soins et qui a fait ses références dans ce domaine, qui a travaillé en Guinée dans Ebola et qui évolue même au Sénégal, dans d'autres pays, dans le cadre du Covid. Ils accompagnent ces pays. Nous avons mutualisé les moyens, il faut le savoir aussi, et nous avons recruté du personnel mis à disposition d'Alima. Alima était en charge de l'opération technique sur Donka, le site uniquement de Donka. Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, il y a eu des difficultés dans la restauration. Jusqu'à 4 semaines, il y a des difficultés dans la restauration. Toutes les fois, on a donné l'occasion à Alima de pouvoir corriger. Ça a été corrigé, mais il y avait toujours des impairs. Et enfin, on a décidé de retirer la restauration à Alima de son contrat. Et maintenant, la restauration est assurée par la NSS.
Et pour cela, à la demande surtout même de l'exigence de M. le Président de la République, nous avons recruté des traiteurs, des restaurateurs, pour ne pas que la charge soit énorme. Et nous avons des restaurateurs sur Donka et sur les autres sites. Aujourd'hui, la restauration, il n'y a pas de problème. Les repas sont servis à temps, les repas aussi de qualité. Il y a moins de plaintes par rapport à cette restauration aujourd'hui. Depuis le début de la maladie, tous les Guinéens se sont mobilisés comme un seul homme pour apporter chacun ce qu'il peut. Il y a eu énormément de dons. Parlez-nous de ces dons, docteur. Merci, c'est le lieu de aussi remercier le peuple de Guinée et tous ses donateurs. Chacun a apporté un peu, continue d'apporter. Depuis la déclaration de l'épidémie et l'appel de M. le Président de la République, la chaîne de solidarité ne cesse de se manifester. Nous avons eu énormément de dons. Ces dons sont répertoriés et sont en train d'être utilisés. Et c'est aussi l'occasion pour moi de les remercier une fois de plus, mais aussi de les rassurer que ces dons seront utilisés à bon escient. Et comme on l'a dit au départ, nous rendrons compte de l'utilisation de tout ce qui a été mis à notre disposition. Aujourd'hui, le Madagascar a développé un produit, le Covid Organics, et à base d'artémisia. Et quelle est l'efficacité de ce produit? Bon, je ne vais pas parler de l'efficacité de l'artémisia directement parce qu'on n'a pas les données factuelles du COVID, de ce Covid organique de Madagascar, mais on a vu que ça a été utilisé, leurs malades sont rapidement guéris. Par contre, en Guinée, le président de la République en a fait un dossier personnel. Il se trouvait qu'il y en a un compatriote guinéen qui cultivait déjà l'artémisine en Guinée. Il a pris contact avec la personne. Nous avons le stock et les stocks disponibles ont été rachetés réquisitionnés, rachetés par M. le Président de la République et mis à la disposition du laboratoire de contrôle des qualités des médicaments qui a trouvé la dose suffisante d'artémisine dans ces produits et ça a été transféré au niveau du conseil scientifique. Il y a l'eucalyptus aussi qui a été analysé, trouvé qu'il y a un laboratoire, il y a un Guinéen qui fait déjà les sirops de l'eucalyptus. Ça a été aussi retenu par le conseil scientifique. Dans les jours à venir, et on va recevoir l'avis du conseil scientifique sur l'utilisation de l'artémisine et de l'eucalyptus et des quinines. Vous savez qu'en Guinée, on avait une usine de quinines à Massantan et à Sérédou, et le président a fait venir déjà ces plantes, les feuilles de quinine qui étaient à Massantan. Des stocks importants sont disposés à la PCG pour pouvoir être utilisés rapidement. Donc, voici encore une autre implication de M. le Président de la République. Et étant donné que l'artémisine a fait ses preuves en Afrique, au Madagascar, entre guillemets, c'est très bien possible qu'on l'utilise en Guinée, mais nous attendons l'avis du conseil scientifique sur cette question. Aujourd'hui, vous assurez l'intérim, en même temps vous êtes adjoint, parce que Dr Sakoba, il a été testé positif. Quel est son état de santé? Il va beaucoup mieux, il est convalescent. Très bien, il va nous rejoindre très bientôt, demain, très probablement. Dr Sakoba va nous rejoindre, notre commandant de bord, il va nous rejoindre demain pour la continuité de la lutte. Il va très bien, même avant d'arriver ici, j'ai parlé avec lui, il se porte à merveille. Il va reprendre le travail. Meilleure santé au commandant en chef de l'ANSS. Et si nous sommes là, nous parlons du Covid, c'est qu'il y a d'autres personnes sur le front. Ce sont nos médecins, nos infirmiers, les hommes en première ligne. Oui, ces hommes en première ligne, je commence toujours par les hygiénistes, parce que c'est eux qui rendent le milieu propre, le milieu vivable. Ils sont nombreux à Donka, à Nongo, sur les autres sites. Et ensuite, il y a les chauffeurs, les ambulanciers qui assurent le transport des malades. Il y a les médecins, les infirmiers et le personnel d'encadrement. Ici, nous les félicitons pour leur dire qu'ils ont tout le soutien de l'ANSS et de tout le gouvernement et de tout le peuple de Guinée. On les félicite une fois de plus pour le travail qui s'est fait sur le terrain. Et comme je le disais tantôt, nous avons un faible taux de mortalité. Et ceci est dû aussi au travail, au remarquable travail que font nos équipes sur le terrain et sur les différents sites de prise en charge.
C'est l'occasion pour moi, une fois de plus, de dire merci et une fois encore merci à ces travailleurs qui travaillent d'arrache-pied pour que les personnes qui viennent dans ces sites de prise en charge soient correctement prises en charge et quittent avec le sourire aux lèvres. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est pour dire que nous sommes en bataille et dans une bataille, ce n'est pas que le soldat qui a le fusil au front qui va faire gagner la bataille, et c'est toute une équipe. Et donc, nous demandons à tous de faire leur part et nous, on fera notre part en tant que personnel de santé, en tant qu'équipe d'encadrement, mais une part aussi revient à la population qui doit accepter et appliquer rigoureusement les mesures de prévention, à savoir le port du masque à tout moment, toutes les fois que vous êtes en face d'un interlocuteur, et la distanciation sociale d'1,50 m, et le lavage régulier des mains pour éliminer physiquement le virus sur les mains si vous avez touché quelque part, et le respect aujourd'hui de ne pas sortir de Conakry. Si nous appliquons correctement ces mesures et qu'on les combine, c'est correctement combiné, à 90%, 95%, on se protège de la maladie et très rapidement on va gagner le combat. Et nous rassurons que nous avons les moyens financiers et techniques sont mis à disposition et nous travaillons d'arrache-pied pour que cette maladie quitte enfin le pays, la Guinée, que nous aimons tous tant bien. Merci docteur d'avoir été sur notre plateau. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Et voilà, respectons les gestes barrières pour briser la chaîne de contamination. Portons nos masques quotidiennement, portons-les avant de sortir de la maison, lavons-nous les mains. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Les programmes continuent sur ACTV, la chaîne au cœur de l'actualité présidentielle.